Salut tout le monde, c'est Sam de Netman, je suis de retour pour les résultats de WWE Fastlane, un tout nouveau pay-per-view donc qui remplace l'Elimination Chamber. Et avant d'en parler plus longuement, c'est tout à fait normal si vous avez des nouvelles de moi que maintenant. J'ai pas fait de vidéo de prédiction pour Fastlane parce que j'avais un gros manque de temps tout simplement parce que là voilà, aujourd'hui on est lundi, samedi prochain. J'organise un gros festival et ça me prend beaucoup de temps et donc du coup j'ai pas toujours le timing qu'il me faut pour pouvoir enregistrer ces vidéos parce que j'ai plein d'autres trucs à côté bien sûr à gérer et donc j'ai pas eu le temps de faire ça. J'ai quand même regardé les shows. Enfin, j'ai quand même regardé de finir SmackDown hier soir à minuit, donc voilà, pour être tout à fait à la page. Et donc voilà, puis après, bah, c'est vrai que je trouvais que la carte était quand même un peu pauvre. Au final, on n'avait que 7 matchs de prévus. Bien sûr, il y avait d'autres choses qui devaient se passer. Mais c'est vrai que ça fait bizarre hein, quand même pour un pay-per-view, sachant que c'est le dernier avant WrestleMania. Je m'attendais à avoir une carte un peu plus complète. Et finalement, on a eu 7 matchs et puis un face-à-face et une interview en guise de pré-show. Un pré-show assez pauvre d'ailleurs, hein, on va commencer par ça. Bon, bien sûr, quand même pour vous situer le contexte, hein, pour ceux que ça intéresse, on était donc dans la FedEx Forum, donc c'est une arène à Memphis, dans le Tennessee. Et donc dans le pré-show, on avait comme d'habitude Renee Young, Booker T, Byron Saxton et donc Corey Graves. Alors c'est celui qui s'occupe du pré-show de Raw, voilà, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, pendant la soirée, dans le pré-show qui dure en fait, si je ne dis pas de bêtises, il dure à peu près 1 heure. Et du coup, là, je l'ai vraiment regardé en entier parce que du coup, j'ai pas dormi avant, j'ai glandé sur mon ordi, puis normalement, je me suis connecté sur YouTube. Et donc j'ai attendu que le pré-show démarre et puis voilà, donc comme ça j'ai rien raté, vraiment rien du tout. Et ça fait du bien d'ailleurs hein, parce que oui, mon PC a été enfin réparé, il fonctionne à merveille, je peux aller sur pratiquement tous les sites sauf le network, j'expliquerai un peu plus tard. Et donc j'ai regardé donc, le pré-show sur YouTube et donc comme ça se passe à chaque fois, tous ceux qui sont autour de la table du pré-show donnent leur pari quant aux vainqueurs des matchs et ils débattent sur les matchs qui vont avoir lieu pendant la soirée. Bon, ça sert pas à grand chose en soi parce que bon, enfin moi ça me sert pas à grand chose parce que voilà, ils donnent des avis de personnes de la WWE. C'est pas voilà, ils ont pas un regard extérieur sur la chose, c'est normal, ils ont leur rôle de personnage et donc c'est logique. Voilà. Par contre, on a eu une interview de Dean Ambrose qui était, je trouve, assez intéressante et presque émouvante. C'est vrai que c'était assez cool de voir enfin une promo. Bon, elle était vachement américanisée, faut le dire quand même. Mais voilà, avec Dean Ambrose, on le savait déjà, mais on sent que c'est un mec vraiment vrai, quoi, qui est borderline dans le sens où on sent qu'il est à la limite de dévoiler à tout le monde qu'il fait du catch et que le catch est pour de faux. Enfin, voilà, c'est assez intéressant. Donc pour ça, moi j'ai bien aimé cette promo là. On a eu une petite promo vidéo sur le retour de Sheamus. Donc ça fait déjà 2 semaines qu'on nous en parle à la WWE. Alors est-ce que ce sera pour WrestleMania ou peut-être avant? Je ne sais pas trop. Je vois pas sur quoi on pourrait le mettre. Euh, Peut-être sur un truc. Non, bah non, pas face à Rousseff, parce que ça pour l'instant c'est John Cena qui s'en occupe. Donc voilà. Alors, après, on a eu enfin ce qui nous intéressait pendant ce pré-show. Donc l'interview de Miz avec Paul Heyman. Alors, ce qui était en soi plus rigolo, c'est que le public, on avait strictement rien à branler hein, d'ailleurs, hein, parce que bon, c'est vrai que Paul Heyman était là pour parler de Brock Lesnar et dire peu importe qui c'est qui gagnera entre Roman Reigns et Daniel Bryan, ce serait Lesnar qui gagnerait à WrestleMania. Enfin bref, de l'enculage de mouche, comme j'aime appeler ça. Mais ce qui était rigolo, voilà, c'est que le fait que Damien Mizdow, qui a sa popularité à son maximum, ça a complètement submergé le reste de l'interview, donc c'était assez intéressant. Mais donc voilà, cette interview en fait, elle a presque plus servi à alimenter cette feud entre le Miz et Damien Mizdow. Donc voilà, c'est simplement tout ça, voilà, donc c'est tout. Ça a enlevé un peu le sérieux de l'interview, mais vu qu'elle servait à rien, au final ça passe. Voilà pour le pré-show. Après, on a eu donc le début du show, et là, le petit souci que j'ai eu, c'est que bah moi j'arrive toujours pas. Il y a des moments j'arrive, des moments j'arrive pas. Là, j'arrivais pas à me connecter sur le network.
Voilà, comme je te dis, moi je suis prêt à payer 10 balles par mois pour aller voir un pay-per-view de bonne qualité avec une qualité d'image, une qualité de son, enfin un truc propre quoi, qui lag pas en plein milieu. Et du coup bah non, alors je sais pas comment ils gèrent ça, et donc je me suis obligé d'aller sur d'autres sites que je ne nommerai pas pour les raisons que vous savez déjà. Donc voilà. Mais bon voilà, comme ce coup-ci je pouvais enfin le faire, j'ai pas eu trop de soucis, j'ai eu un truc qui a marché sur la longueur très bien. Et donc ça fait du bien d'avoir une connexion qui marche et d'avoir un ordi qui marche. Euh, on a commencé donc avec Dolph Ziggler, Eric Rowan et Ryback qui affrontaient donc Seth Rollins, Kane et Big Show avec JJ Security. Alors je trouvais que c'était une bonne idée pour l'accroche de démarrer avec un match avec Dolph Ziggler et comme ça. Enfin Dolph Ziggler entre autres bien sûr. Le match a duré 14 minutes, on a eu des trucs assez rigolos. Donc pendant le match, on a eu moi j'aime bien, comme vous le savez, apporter de la, oui, je prête beaucoup mon attention aux réactions du public, aux chants du public, parce que c'est vrai que d'une certaine manière, ça joue un peu dans la façon dont nous téléspectateurs, on peut apprécier le show. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se passe pour moi. On a eu des chants We want Ziggler, feed me more. C'était assez intéressant, c'était rigolo. C'est inédit surtout. J'ai même eu un truc, ça m'a beaucoup fait rire. On a eu une pancarte, on l'a vu un moment très court. On a vu un mec qui était pratiquement au quatrième, cinquième rang, juste derrière le ring, mais donc orienté face à la caméra principale. Et c'était marqué Big Show Face Turn sur mais vraiment une grosse pancarte. Du coup, c'était assez rigolo de voir ça. Le mec, il a fait ça, il l'a tenu une seconde en l'air, et puis après voilà, puis on l'a plus jamais revu la pancarte pendant la soirée. Mais c'était assez drôle de voir ça dans une arène de la WWE. Donc voilà. On a eu un bon match pour un début de pay-per-view. On a même une fin de match qui s'annonçait très prometteuse parce que ça commençait à partir un peu dans tous les sens. Et puis on a eu une fin de merde. C'est-à-dire que le Big Show, qui était même pas sur le ring à ce moment-là, il a mis KO, enfin il a mis son knockout punch à Dolph Ziggler qui était debout dans le coin en train de taper Kane. Et donc du coup ça l'a mis KO, il est tombé. Kane lui a fait, le tomber. 1, 2, 3 et terminé. Euh, j'ai pas trouvé ça excellent sur le coup. Je me suis dit c'est dommage quoi, ça partait bien, puis la fin du coup enlève des points. Du coup j'ai mis que 3 sur 5, je m'ai préparé à mettre 3,5. Allez, peut-être pas 4 mais 3,5 au moins. J'ai mis juste 3 et encore c'est dommage quoi. Puis donc je me disais bon, on va quand même pas rester sur cette fin là. Puis donc après il y a l'équipe autorité comment faire son habituel massacre sur les adversaires qu'ils ont battus pendant la soirée. Donc là, ils se sont pris à Dolph Ziggler, Ryback et Eric Rowan. Et puis à ce moment-là, paf, grosse surprise, Randy Orton qui débarque. Alors on savait qu'il allait revenir, mais là ce coup-ci c'est bon, l'Apex Predator est arrivé, il est revenu pour débarrasser le ring de l'autorité, puis Seth Rollins il s'enfuit en courant. Alors voilà, c'est vrai que on peut du coup en déduire que ce match a été mis en place pour le retour de Randy Orton, parce que c'est vrai qu'en soi c'est un truc que je me suis dit quand j'ai fait quand même quelques petits paris. Je me suis dit que ce match avait pas grand intérêt quoi. L'équipe Survivor Series c'est fini quoi, je veux dire faut arrêter au bout d'un moment. Donc le but c'était vraiment de faire un truc en place pour faire un gros retour pour Randy Orton. Bon, au final ça a marché. Je trouve ça cool, moi j'étais content, hein. J'étais vraiment content, je me suis dit, j'étais pas forcément content pour Randy Orton, mais voilà, plus pour le show en général. On voyait que le public appréciait quand même. Non, si, il y avait un truc que je me suis dit, c'est que c'était une bonne chose, parce que on avait un roster qui commençait à être un peu à bout de souffle, et qui galère un petit peu, parce que même si on a Roman Reigns, Daniel Bryan, même s'il y a John Cena, je veux dire, ça manque de personnages qu'on a l'habitude de voir depuis un certain nombre d'années, quoi. Je veux dire, Sheamus, on commence à s'habituer à le voir. Ça fait quand même 4-5 ans qu'il est là. Voilà, bon là, heureusement qu'il va revenir. Mais Randy Orton, c'est pareil, ça fait bientôt 10 ans qu'il est là. C'est vrai que ça manquait un petit peu, hein, même si c'est pas le mec le plus populaire, ni le meilleur sur le ring, loin de là, bien sûr. Mais ça manquait un petit peu. Donc je trouvais que je trouve que ça fait du bien, et je suis content que Randy Orton soit de retour pour la qualité globale du roster.
Par contre, voilà, après ce gros boom de premier match, je me suis dit que ça allait être difficile de tenir la distance pour avoir un pay-per-view sur une bonne lancée comme ça. Donc voilà, j'ai mis 3 sur 5 à ce match-là, ça a duré 14 minutes, et je trouve que c'est bien. C'est bien géré pour un match quand même qui font partie superstar, un quart d'heure c'est correct. Euh, et on pouvait pas forcément attendre grand chose de plus au final, hein. Donc moi j'avais même parié sur une victoire de Dolph Ziggler et d'Eric Rowan. J'avais complètement oublié Randy Orton en fait, hein, dans mes prédictions. Du coup je me suis dit ils vont faire ça pour au long du divertissement. Je pense que sur ce coup là j'aurais pas eu tort, mais bon du coup j'avais complètement oublié Randy Orton. Et donc du coup ça, la victoire de l'autorité devient logique. Voilà. Après ça, on a eu un passage backstage entre Dusty Rhodes et Goldust et Stardust, entre Dusty Rhodes et Goldust. Vous savez que Goldust et Stardust sont en train de se séparer. Ils se sont affrontés donc en pay-per-view, donc un match qui a duré 9 minutes. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Oui, Stardust qui est arrivé avec une tenue un peu plus différente que celle qu'on a d'habitude de voir. Il arrivait avec la même tenue que Sin Cara en fait, à peu de choses près, sans le masque, hein. Donc avec les grands brassards, le futal collant, il arrivait sans combi complète, hein, sans le haut, avec un peu de maquillage sur le visage. Bon alors le but c'était pouvoir les différencier sur le ring parce que deux mecs qui se battent en combinaison en latex, voilà merci quoi. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir dire oui, ce qui était assez rigolo dans ce match, c'était pas forcément le match en soi, c'était les réactions de Stardust. Je vais l'appeler Stardust, j'ai pas envie de l'appeler Cody Rhodes parce que voilà, je trouve que tout le monde le fait trop. Ça m'a un peu gonflé d'ailleurs la manière dont Michael Cole s'est mis à appeler Stardust Cody Rhodes très rapidement après que cette rivalité ait commencé. Je me suis dit, c'est pas à lui de le faire, c'est à eux de s'en occuper, de faire leur rivalité. Enfin bref, petit coup de gueule fini. Le public qui chantait Cody pour l'emmerder, et donc Stardust devenait complètement fou. On a eu beaucoup de jeux de regard entre Goldust et Stardust, beaucoup de techniques, de la tension, c'était un match assez attractif. Mais encore une fin gâchée en fait, c'est-à-dire que euh, Stardust s'apprête à passer son crossroad, hein, ça s'appelle comme ça, il n'y a pas d'autre nom pour l'instant. Et Goldust contre, il fait un espèce de tombée de merde et l'arbitre qui compte, en fait, il oublie, on le voit pas, on l'entend pas taper le troisième. Il fait un 2 et puis on l'entend pas taper le troisième, mais il fait sonner la cloche. Du coup, j'étais un peu dans la compréhension. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? Non, non, pas possible quoi. On peut pas finir un match comme ça. Enfin, non, c'était trop tard quoi. Donc maintenant c'est fait, c'est fait. Donc voilà, j'ai trouvé que encore une fois, si on prend que le match en tant que tel, la fin enlève beaucoup de points à la globalité du match. Et du coup, j'ai mis que 2,5 sur 5. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu cette fin là, j'aurais peut-être pu mettre plus, j'aurais certainement pu mettre plus, mais là ça m'a vraiment gonflé quoi. C'est pas, j'en veux pas à Goldust et Stardust, mais voilà, c'est l'arbitre qui a vraiment merdé, hein. Alors je sais pas si c'était foutu comme ça, si c'est fait exprès pour prochainement, si ça va se continuer jusqu'à WrestleMania, j'en sais rien, c'est fortement possible, hein, donc, parce que maintenant il y a Dusty Rhodes qui commence à mettre son nez là-dedans, en même temps c'est normal, c'est ses fils. On a eu une interview backstage entre. Enfin, une interview. Un nouveau passage backstage entre Dusty Rhodes et Goldust. Et c'est là que Stardust est arrivé, en recassant la gueule à Goldust. Et en disant à son père que c'est lui qui avait tué Cody Rhodes et machin, tout ça. Donc, c'est amené à tenir sur la distance. Bah voilà, peut-être à WrestleMania, un nouveau Goldust et Stardust ou quelque chose comme ça, je sais pas. C'est pas quelque chose qui m'enchanterait, ou alors va falloir faire quelque chose de plus construit, je pense là-dessus. Après ça, on a eu les Usos contre Tyson Kidd et Cesaro pour le titre par équipe. Alors, j'avais pensé à une victoire des Usos parce que je ne voyais pas Tyson Kidd et Cesaro récupérer les titres tout de suite. Je me suis dit que si ça se ferait, ça serait plus intéressant de le faire à WrestleMania, pour eux. C'est une bonne équipe, elle a beaucoup de potentiel, il leur manque le charisme, simplement. Voilà, on a eu un match cool, rapide, créatif, c'est-à-dire un match construit à la manière de... Voilà, c'est ce qu'on a l'habitude de voir des Usos en pay-per-view, donc ils se donnent vraiment à fond. C'est une équipe que... Il y a pas mal de gens qui se lassent des Usos.
Moi, malgré le fait que ce soit toujours eux les champions, je prends toujours autant de plaisir à les regarder catcher parce que je trouve que c'est voilà, c'est intéressant. C'est vrai qu'au micro, ça devient, ils savent pas faire grand chose. Il y a même des moments où c'est lamentable en interview, quoi. Donc, mais si on se concentre que sur le catch, c'est quand même, moi, j'apprécie toujours les Usos. On a une bonne performance de la part de Tyson Kidd et de Cesaro, mais voilà, décidément, Fastlane a décidé de s'abonner aux fins merdiques parce que on a eu une fin de match pourrave encore. On a eu un bordel entre qui était, enfin un bordel sur entre dans le ring et en dehors du ring. On a eu des tentatives de finisher par-ci par-là et puis d'un seul coup. Tyson Kidd sort son finisher, je sais plus comment il s'appelle, mais comme ça, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, il le sort, paf, tombé fin de match. Bon, il y a eu quand même d'autres constructions avant, donc ça s'est pas fait juste comme ça, mais c'est vrai que euh, pour une fin de match, je m'attendais à quelque chose de peut-être plus explosif quand même. C'était un peu en dessous de mes attentes. J'ai mis 3 sur 5, et je pense que je suis gentil quand même. J'aurais voilà, je m'attendais vraiment à plus. Le match a duré 10 minutes, donc il y a quand même eu de quoi construire hein, pour un match par équipe. Euh, c'est vrai que Tyson Kidd a surtout été mis en avant pendant ce match-là. C'est lui qui a fait, il a dû faire presque les 2 tiers du match. Mais voilà quoi, je m'attendais à un petit peu plus de créativité pour ce qui concerne la fin. Je pensais pas que ça se ferait de manière si brutale et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Après, oui, j'enlève mes feuilles. On a eu quelque chose que j'attendais depuis un petit bout de temps quand même. C'était le fameux face-à-face entre Sting et Triple H. Parce que je savais. Enfin voilà, je m'y attendais tout simplement. Je ne vais pas essayer d'expliquer pourquoi, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Triple H a dit donc qu'il arriverait à Fastlane en tant que. Pas en tant que pardon, que le CEO, mais en tant que le game, le Cerebral Assassin, tout ça. Donc du coup, il est arrivé en veste en cuir et en jean, avec la bouteille, il l'a craché partout, il était tout content. Voilà. En gros, ce qui s'est passé, Triple H a proposé à Sting de partir tranquille avec son héritage et de ne pas revenir, voilà, et tout simplement de partir digne et la tête haute, ou alors de rester sur le ring et littéralement de se faire taper, quoi, voilà. Et ils se sont tapés, voilà, quoi. Et Triple H s'est même mis à. Kim il a dominé le combat, il s'est même mis à sortir son sledgehammer, et puis c'est là que Sting a sorti son equalizer, donc c'est sa fameuse batte de baseball noire. Et il a menacé fixement Triple H avec ça, en lui mettant la batte de baseball sous la gorge là. Et il lui a montré le signe WrestleMania, et donc du coup, chose que personne n'a vu venir, bien sûr, Triple H versus Sting à WrestleMania s'est programmé quelques minutes après cette entrevue. Génial. Alors oui, non, c'est quand même cool pour le divertissement. Va falloir bien construire ça. Parce que Sting ne parle pas, il n'a pas dit un mot pendant cette entrevue. Triple H, même s'il a l'habitude, il est heel et puis les gens n'écoutent pratiquement plus ce qu'il dit. Donc va falloir construire bien tout ça. Je vais m'arrêter là sur Triple H contre Sting parce qu'au final c'est vrai que c'était, je vais pas dire vide, mais je veux dire c'était, non au contraire d'ailleurs l'essentiel a été dit quoi, mais je veux dire c'était pas essentiel de faire ça en pay-per-view. Après ça, on a eu Paige contre Nikki Bella pour le titre des divas. C'était assez drôle. D'ici quelques jours, vous pourrez vous brancher sur Botchamania. On en a eu une belle de la part de Liliane Garcia. Au moment de l'entrée de Nikki Bella, elle s'est mise à bugger. Elle a dit WWE Women's Champion. Non, c'est la championne des divas, pas des femmes. C'est pas grave, Liliane. On ne t'en veut pas. Donc, match pour le titre des divas. J'avais envie que Paige gagne parce que j'en avais simplement marre de voir ce titre autour des poignées d'amour de Paige, de Nikki Bella. C'est pas une bonne championne. Elle n'a pas combattu une seule fois d'ailleurs depuis le Royal Rumble. Je trouve ça lamentable.
Et puis, à cause de ça, à cause d'elle, la division Diva perd encore de l'intérêt, quoi, tout simplement. Et il se trouve que, voilà, maintenant, vu qu'AJ Lee est en pause, je pense que c'est Paige qui fait la meilleure championne. En ce qui concerne le niveau, le charisme et même le mix skill, voilà, ça tout simplement. Ah oui, c'était peut-être Eden qui a fait la connerie d'ailleurs, c'était peut-être pas Lilian Garcia. Bref, ce match a duré 5 minutes, on sent qu'il y a eu du travail de la part des deux divas. D'ailleurs, même Nikki m'a assez agréablement surpris parce qu'elle développe un côté de diva un peu plus puissante. Et elle nous a offert des trucs assez cool, hein, une power bomb, enfin des machins assez intéressants et inattendus, mais elle, encore une fois, victoire sur roll-up. Fin de merde numéro 4, voilà. C'est mais vraiment tous les matchs sans exception, je commençais à avoir un peu peur pour le reste des matchs quand même. Et voilà, donc bon, 5 minutes, au final c'était pas plus mal parce que c'est vrai que les gens n'avaient strictement rien à foutre. Moi j'ai envie d'en voir plus des divas, donc c'est sûr que j'aimerais voir des matchs un peu plus longs, avec plus de divas, avec un peu plus de sérieux mis pour cette division. Mais on n'a pas eu ça, voilà. J'ai mis 2,5 sur 5 et parce que voilà, encore une fois, à cause de la fin de merde, c'est dommage parce que c'est un truc qui va pourrir littéralement presque tous les matchs de la cette soirée en fait, les fins de merde, et donc je trouve ça dommage, donc voilà. Donc victoire de Nikki Bella. Après ça on a eu Dean Ambrose contre Bad News Barrett pour le titre intercontinental. Un match alors je vais revenir un petit peu sur comment on en est arrivé à ce que Dean Ambrose passe de Bray Wyatt à Bad News Barrett. Comment ça s'est passé Royal Rumble, qu'est-ce qui s'est passé au Royal Rumble? Bah non, il y a plus, c'est fini entre Dean Ambrose et Bray Wyatt, tout simplement. C'est une rivalité qui a été consommée et terminée. Dean Ambrose a tout simplement jeté son dévolu sur le titre intercontinental tenu par Bad News Barrett depuis son retour. Et l'idée était comme Bad News Barrett ne voulait absolument pas donner de match de championnat à Dean Ambrose, et Dean Ambrose a pris les choses en main et lui a forcé à signer un contrat pour un match à Fastlane. Et donc du coup le match a eu lieu. C'était un match qui a duré 9 minutes, trop court et on n'en a pas assez vu. Et voilà, c'était rien de plus que ce qu'on a en match classique en show hebdomadaire, quoi, à Raw ou à SmackDown. Et puis surtout, fin de match pourrave numéro 5. Et oui, disqualification pour Dean Ambrose pour avoir attaqué Bad News Barrett dans les cordes à plus de 5 secondes. Quoi. On a 5 secondes pour se détacher de l'adversaire qui est dans les cordes. Et du coup, Dean Ambrose s'est fait disqualifier à cause de ça. Alors, encore, Bad News Barrett se serait fait disqualifier par des comptes à l'extérieur ou pour les mêmes raisons. J'aurais compris. Mais là, c'est littéralement débile. Pourquoi Dean Ambrose se bat pour avoir un match pendant 3-4 semaines. Et le soir du match, il se fait disqualifier lui-même, quoi, à cause de ses propres actions. Pourquoi Hashtag DB. Mais par contre, à la fin du match, donc Dean Ambrose, une fois que la cloche est sonnée, Dean Ambrose continue de taper Bad News Barrett. Il finit par se barrer avec le titre. Donc bien sûr, c'est quelque chose qui va continuer jusqu'à WrestleMania, très certainement. J'ai mis encore une fois, pour cause de fin de merde, 2,5 sur 5 pour ce match-là. Et après ça, gros, méga, big putain de boom. Retour de l'Undertaker sous une forme très particulière, c'est-à-dire qu'il y a des mecs à capuche torchés, torchés, parce qu'ils avaient des torches dans les mains, hein, attention à la blague, qui se mettent en randonnion le long de la rampe, et puis là un cercueil arrive, et le cercueil s'ouvre, et là c'est Bray Wyatt. Dommage. Et donc du coup, chose qui paraissait, qui avait donc été pensée sur le site que je suis allé voir, hein, on avait fait apparemment des gens ont fait un sondage sur à qui Bray Wyatt s'adressait-il dans ses vidéos. Ça fait quelques semaines qu'il enregistre des vidéos un petit peu
euh, le Bray Wyatt, quoi, simplement. Et on se demande un peu à qui il parle. Et bah, en fait, il parlait à l'Undertaker. Et donc, devinez quoi, Bray Wyatt, tout simplement, sort du cercueil, reste assis dedans. Et pour résumer, il appelle l'Undertaker pour un match à WrestleMania 31. Voilà, ça c'est fait. Regardez tout le monde, je vais affronter l'Undertaker. Comme ça, voilà. Bon alors, c'est quand même super cool pour Bray Wyatt d'avoir la chance d'être l'un des derniers, sinon le dernier homme à affronter l'Undertaker à WrestleMania. C'est quand même pas donné à n'importe qui. Et j'ai envie que l'Undertaker réponde ce soir en fait. Parce que mais j'ai envie que cette rivalité soit vraiment construite. Pas que ce soit comme faite à la One Again, comme avec Paul Heyman l'année dernière entre Brock Lesnar et l'Undertaker. Brock Lesnar a perdu, il a gagné contre l'Undertaker. C'est pas grave. Bref. J'ai envie que ça se fasse proprement. Parce que Bray Wyatt l'Undertaker, quand on connaît quand on voit ce qui se passe dans la tête des deux bonhommes, ça peut être énorme, quoi. C'est un truc que j'ai dit dans une vidéo qui n'est pas encore sortie. Je dis que Bray Wyatt fait partie de ces mecs qui fait que le public accroche à ces personnages, aux gimmicks, et ce simplement à cause du gimmick. C'est-à-dire, les gens se sont mis à apprécier Bray Wyatt à cause de son gimmick, pas parce qu'il est devenu champion, qu'il a gagné des matchs ou quoi, parce qu'il a eu aucun titre, Bray Wyatt, hein. Et ça, il y a très très peu de mecs qui sont réussi à le faire dans l'histoire de la WWE. Et si vous cherchez, vous tomberez que sur des grands noms. Et dans ces grands noms, autant aussi loin que je puisse m'avancer, je pense qu'il y a l'Undertaker. Donc voilà, je ne préfère, voilà, j'ai juste hâte, je me frotte les mains, mais voilà. Mais vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ça, c'est vraiment trop bon. Et Bray Wyatt, l'Undertaker, alors c'est pas une affiche si prestigieuse que ce qu'on a les années précédentes, hein, même si Bray Wyatt est quand même un catcheur qui grimpe, c'est pas non plus le numéro 1, mais juste en fait, j'ai presque plus hâte au face-à-face qu'il va y avoir entre eux, plutôt qu'au match. Parce que le match en soi, je pense que si c'est le dernier match de l'Undertaker, je pense qu'il va gagner. Je ne vois pas l'Undertaker perdre 2 années de suite non plus, si ça continue, enfin, quand même, quoi, faut pas déconner non plus, quoi. Donc voilà. Après ça, ce gros moment, on a eu John Cena contre Rusev pour le titre des États-Unis. Alors, avant de commencer à parler du match, ce match est en fait assez facile à prédire parce que je ne vois pas John Cena redescendre, entre guillemets, à avoir un titre mineur. Je ne vois pas John Cena partir avec le ceinture des États-Unis. Il s'en fout, il en a plus besoin. Il a 37 ans. Sa carrière est déjà remplie à ras-bord. Il est 16 fois champion du monde. Je veux dire, il a plus besoin d'un titre US, quoi. Donc, je voyais, mais en même temps, je ne le voyais pas perdre par soumission ou par tomber. Donc, ce que je pensais, c'était une victoire à la Rusev, c'est-à-dire qu'il se serait fait disqualifier ou trouver un moyen de gagner face à John Cena sans le faire taper ou sans faire le tomber par disqualification des contacts extérieurs, ce genre de conneries là, quoi. Une petite échappatoire pour que après ça se renchaîne sur WrestleMania avec peut-être une autre stipulation. Et bah globalement c'est ce qui s'est passé. John Cena était très généreux dans ce match là. C'est un match qui a duré 19 minutes. John Cena était très généreux parce qu'il a permis à Rusev de dominer 80% du match littéralement. Donc ce qui nous a permis de voir beaucoup de son attirail de prise et de coups à Rusev, c'était assez cool. Donc je pense que c'est Cena qui l'a permis parce qu'en général sinon Cena il est c'est 50-50 avec lui. Donc là il a vraiment été généreux, voilà c'est le mot. Victoire donc par tricherie de Rusev, donc qui garde les titres. L'arbitre a été distrait par Lana et low blow, donc c'est-à-dire un coup de pied dans les couilles de la part de Rusev sur John Cena. Un kick droit dans le visage et puis accolade, sa prise de soumission. Et John Cena tellement au chaos, il ne répond pas. C'est l'arbitre qui décide de mettre fin au match et d'accorder la victoire par soumission. Alors ça c'est pas vrai. John Cena ne peut pas perdre par soumission parce qu'il a cette attitude de never give up. Si jamais un jour ça arrive, je pense pas que j'espère que ça s'est pas fait comme ça quand même, cette fin de never give up, quoi. Donc je pense que c'est plus une victoire par KO.
Cena, donc après la célébration de victoire, Cena il sort tout seul debout dans l'arène. Voilà. Le match était vraiment centré sur Rusev. On n'a pas vu beaucoup de Cena, ce que j'ai dit par rapport aux autres pay-per-view. Mais voilà, pour une fois, on n'a pas eu une fin trop merdique. Ça faisait quand même 5 matchs sur 7 qu'on en avait. Enfin, 5 matchs sur 6. Du coup, il en restait encore un. Et j'ai mis 3 sur 5. Parce que je pense même maintenant, après coup, que je vais pouvoir même mettre 3,5. Parce que on sent que Rousseff il a quand même bataillé, hein. À la fin du match il était vraiment à bout de souffle, hein. C'était un sacré combat. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc voilà. Après bah, on est arrivé au match de fin. Match qui selon moi me faisait enfin moi c'était un match à prendre avec des pincettes. Ça me faisait un peu peur quant à sa gestion. C'est-à-dire qu'avoir deux personnages face qui s'affrontent en main event, c'est assez difficile. Et de manière générale, Roman Reigns est dans une position très inconfortable parce que il doit gérer à la fois, comment l'expliquer. Maintenant, il fait partie des babyface de la WWE. Il était là pendant la période où Daniel Bryan était absent. Là aujourd'hui, les deux se retrouvent. Et il y a une sorte de bataille entre les fans de Daniel Bryan et les fans de Roman Reigns. Et, et, euh, et avec les vu que les fans de Daniel Bryan sont plus nombreux, avec ce qui s'est passé dans les derniers Raw, cette espèce d'animosité, de rivalité qui a commencé à naître entre Daniel Bryan et Roman Reigns, j'avais peur que Roman Reigns fasse un heel turn un petit peu non voulu, quoi, à cause du public. Et donc c'est pour ça que j'avais un peu peur pour ce match-là. Et j'avais prévu, je ne voyais pas non plus Roman Reigns se faire retirer son entrée à WrestleMania face à Brock Lesnar suite à sa victoire au Royal Rumble. Ça aurait pas été cool. Ça aurait pas été logique, ou alors il aurait fallu qu'il se repasse quelque chose après pour le remettre dedans. Donc voilà. Je voyais Roman Reigns gagner, mais j'avais quand même hâte de voir le public, comment ça s'est passé dans le public, comment eux ils allaient gérer leur match. Un match, donc il a duré 20 minutes, il a été un petit peu long, un petit peu lent aussi. Il y avait même des moments où on se demandait si c'était pas deux gosses qui se battaient, c'était assez rigolo. Et je l'ai mis 3,5 sur 5, j'ai pas mis plus parce que c'est vrai que c'était un match. Voilà, la lenteur cassait un petit peu le truc. Voilà, les deux ont pu faire le tour de leur prise. Ils ont essayé de s'accorder chacun du temps à l'un et à l'autre et de mettre en valeur leur qualité. C'est vrai que là, sur le coup, c'était vraiment la puissance de Roman Reigns qui était mise en avant face à la rapidité et l'agilité de Daniel Bryan. On a eu le droit à un petit peu toutes les prises et Roman Reigns a fini par se dégager d'un tombé après que Daniel Bryan lui ait fait son running high knee, donc ce coup de genou dans la tête. Et après ça, donc Roman Reigns a sorti un spear et le match s'est terminé là-dessus. À la fin du match, voilà, c'est ça que j'attendais en fait, c'était la réaction des deux hommes à la fin du match. Même si la victoire de Roman Reigns était acclamée, je voulais voir ce que Daniel Bryan en disait et du coup, bah simplement, il s'est arrivé à la fin, il s'est mis devant Roman Reigns et il lui a mis le doigt sur le bide et il lui a dit quelque chose, je ne sais pas. Je pense, à mon avis, pour le truc, il a dit tu as meilleur temps, t'as intérêt de botter le cul de Brock Lesnar à WrestleMania, et ils se sont serrés la main et ils sont partis. Enfin, c'était un serrage de main très, très, très expéditif, très rapide. Donc d'autres plans prévus pour Daniel Bryan et puis bon, Roman Reigns contre Brock Lesnar, donc c'est affiché, c'est sûr, même si ça me donne pas très envie pour être tout à fait franc avec vous. Va falloir bien construire le personnage de Roman Reigns pour voilà, se reprendre un second souffle suite à cette espèce de mauvaise passe face à Daniel Bryan. Il va falloir vraiment repartir sur un truc bien pour l'accroche. Voilà, donc j'en ai terminé avec Fastlane. Donc je rappelle les résultats. Dans l'ordre, victoire de l'autorité sur Dolph Ziggler, Ryback et Eric Rowan.
ce qui a enchaîné avec un retour de Randy Orton, après victoire de Goldust sur Stardust, victoire de Nikki Bella sur Page, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Victoire de Rusev sur John Cena, victoire de Bad News Barrett par disqualification sur Dean Ambrose, et qu'est-ce que j'oublie? Victoire de Tyson Kidd et Cesaro pour les titres par équipe face aux Usos. Et donc voilà, victoire de Roman Reigns sur Daniel Bryan. J'en ai terminé pour ce show. Alors de manière globale, j'ai répété ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Les fins de match ont vraiment gâché le show dans sa globalité, parce qu'au final on a eu quelque chose d'assez intéressant. Je trouve que il y a eu un peu de travail. Ça aurait pu devenir un super pay-per-view, mais il y a eu des fins de match qui c'est pas des fins de match qui nous laissent sur notre faim ou qui nous font nous demander ce qui va se passer après. C'est vraiment voilà, moi je m'attendais vraiment pas à quelque chose comme ça, quoi. C'est soit des fins de match bâclés, c'est-à-dire avec des botches, je pense notamment à la victoire de Goldust face à Stardust sur le mauvais compté de l'arbitre, ou alors juste incomprise, de mauvais choix, la disqualification de Dean Ambrose par exemple. Et donc je pense que ça baisse quand même de manière assez conséquente la note globale qu'on pourrait donner à ce pay-per-view là. Donc j'étais un petit peu déçu. Sinon c'est vrai qu'on a vu quand même beaucoup pire en pay-per-view. Malgré le fait qu'il y ait je pense aussi que je pense que le fait qu'il n'y ait que 7 matchs au lieu de 9 joue un peu aussi dans le truc. Moi c'est vrai que ça m'a un peu manqué. C'est vrai que c'était pas une carte énormissime non plus, quoi. John Cena face à Rusev, voilà, John Cena qui est quand même un main eventer depuis un sacré paquet d'années, là de le retrouver, bon, il était quand même en fin de show, mais c'était pas une carte très très alléchante non plus, je dois bien l'avouer, même si la WWE s'en est bien sortie. C'était pas on aurait pu s'attendre à mieux, quoi, pour un pay-per-view qui remplace quand même, oui c'est ça que je voulais dire, c'est que ça remplace quand même l'Elimination Chamber, qui est un gros pay-per-view que moi j'aime beaucoup. Les matchs Elimination Chamber, je trouve ça très intéressant, et là j'étais déçu forcément de ne pas en avoir, et je pense que la WWE avait le devoir de pallier ça par quelque chose d'assez gros, et là le contrat n'a pas été totalement rempli, je dois dire, donc je suis un petit peu déçu, mais voilà, on va dire qu'ils ont sauvé les meubles, et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que la prochaine vidéo, il va y avoir de quoi débattre demain, dès que j'aurai regardé Raw et les résultats. Parce que voilà, ça y est, là on est en plein dans la route pour WrestleMania. D'ailleurs, en parlant de ça, je trouve, petite opinion personnelle, que cette route pour WrestleMania est moins bien foutue que celle des années précédentes. On oublie quand même que WrestleMania c'est dans 5 semaines. Que selon moi, la route pour WrestleMania elle commence le lendemain de TLC, donc avant le Royal Rumble, parce que le Royal Rumble c'est un ticket direct pour WrestleMania, donc je pense voilà, ça commence quand même fin décembre, début janvier, la route pour WrestleMania, et la seule chose dont on est sûr, c'est rien. J'ai désolé, on a remis en jeu bon maintenant voilà, on a un match, voilà, mais c'est dans 5 semaines, on a 2 matchs de prévus pour l'instant, de manière sûre. On peut en envisager je pense 2 ou 3 autres avec l'affiche et tout, mais c'est va falloir, il y a encore beaucoup de travail à faire pour inciter les gens. Moi j'ai du mal à croire que WrestleMania c'est bientôt. Moi je le vois encore plus loin en fait, c'est assez particulier. Donc j'attends de voir ce que la WWE va nous offrir comme produit, va nous offrir comme promo, comme feud, et il va y avoir, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire pour rendre ce WrestleMania alléchant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Sam the Bonnetman en direct depuis sa chambre. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui y sont encore. Profitez bien, et puis moi je vous retrouve normalement demain, voire mercredi, pour la review de Monday Night Raw qui aura lieu ce soir. À tout plus les amis, ciao ciao ciao.